Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de lancer cette journée de lancement du projet Espadon, donc, qui est un Equipex Plus. Donc, Espadon, c'est en sciences du patrimoine, l'analyse dynamique des objets anciens et numériques. Donc, nous avons eu le bonheur de trouver un acronyme assez sympathique et communicatif pour ce projet, ce qui n'est pas toujours évident pour des grands projets comme celui-ci. Aujourd'hui, nous sommes presque à 200 inscrits. Donc, c'est une communauté très complète que nous avons pu réussir à réunir autour de ce projet avec des chercheurs, des universitaires, des conservateurs, des restaurateurs, des étudiants et aussi des entrepreneurs. Donc, comme vous avez pu le voir et qu'au fur et à mesure de la journée, ça sera détaillé, donc ce projet est porté par la Fondation des sciences du patrimoine que je dirige et il est scientifiquement coordonné par Vincent Detal du C2RMF. Et donc, sans perdre plus de temps, je vais tout de suite passer la parole à Monsieur Jean-François Hébert, directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère de la Culture, qui nous fait le plaisir de participer à cette journée. Monsieur Hébert, je vous passe la parole. Merci beaucoup et bonjour à tous. C'est moi qui suis très heureux de participer à ce lancement qui est un moment important. D'abord, je vais féliciter les gens qui ont fait preuve de créativité pour trouver ce magnifique acronyme, parce que c'est vrai que quand on le développe, c'est assez fascinant, mais Espadon, c'est magnifiquement trouvé. Avant de dire pourquoi je suis heureux d'être là, je voudrais encore une fois féliciter les participants au projet, ceux qui ont réussi à le monter collectivement. C'est vraiment une proposition très ambitieuse qui a été jugée digne d'être financée par l'État dans le cadre du PIA 3, si je ne me trompe pas. C'est quand même des sommes conséquentes, 8 millions d'euros d'après ce que m'a dit Pascal Liévaux, et on en parlait, 8 années de travail. Donc, c'est quand même un très, très beau projet, rien que, je dirais, du point de vue du financement et de l'intérêt que l'État y porte. Alors, moi, je suis très heureux de participer avec vous à ce lancement. D'abord parce qu'il est porté, vous l'avez dit, par la Fondation des sciences du patrimoine. Cette fondation, elle est placée sous le haut patronage du ministère de la Culture. Elle est soutenue par la Direction générale des patrimoines et de l'architecture. Beaucoup d'établissements du périmètre de ma maison y participent, à commencer par le LRMH et le C2RMF. Et je salue, j'en profite pour le saluer, le Vincent Detal qui assure la coordination du projet Espadon et qui appartient au C2RMF. Et puis la seconde raison, c'est que ce projet a pour ambition de développer, alors ça va beaucoup être dit, l'instrumentation, pas l'instrumentalisation, l'instrumentation et l'imagerie pour l'analyse des objets patrimoniaux, tout ça en proposant une approche novatrice du traitement des données, de la recherche en sciences du patrimoine. Et ça touche évidemment à deux préoccupations de la Direction générale des patrimoines et de l'architecture: l'amélioration constante des méthodes et des pratiques d'investigation, notamment évidemment numérique aujourd'hui, c'est vraiment très important, en vue d'une meilleure conservation, d'une meilleure restauration des œuvres et des objets patrimoniaux. Et puis, seconde préoccupation, la pérennité et le partage des résultats de la recherche. Ça, c'est un objectif que nous développons, sur lequel nous sommes extrêmement attentifs. Il faut avoir des résultats de la recherche, mais il faut aussi les partager et les conserver dans le temps, ce qui n'est pas toujours facile. Et ça, dans le cadre national et européen de la science ouverte. Il faut vraiment fonder de grands espoirs sur l'open science, je pense. Alors, ce projet s'inscrit en plus dans le cadre de la politique de recherche que nous menons côté culture avec le MESRI, évidemment. C'est une politique qui, jusqu'à présent, était conduite par Pascal Liévaux au sein du département du pilotage de la recherche et de la politique scientifique. Et peut-être certains d'entre vous le savent, depuis le 1er janvier, on a une réforme au sein du ministère. Il y en a d'autres dans d'autres ministères, mais on a créé une délégation à l'inspection, à la recherche et à l'innovation. Et rien que ces termes affichent l'ambition de l'engagement du ministère de la Culture dans le domaine des sciences du patrimoine, de la recherche la plus fondamentale à ses applications aux problématiques de terrain des professionnels du patrimoine, qu'elles soient de l'ordre de la compréhension, ça c'est important, de la conservation-restauration, élément fondamental pour nous, ou de la transmission, je le disais tout à l'heure, du patrimoine culturel.
Alors, au-delà de la transversalité et de la très grande richesse de ce consortium qui associe des chercheurs en sciences humaines et sociales, des physico-chimistes, des conservateurs du patrimoine, des restaurateurs, des architectes, des chercheurs spécialisés en sciences des données et en intelligence artificielle, j'en oublie certainement, je vois une autre grande vertu à ce projet, celle de réunir des acteurs très importants dans le domaine des sciences du patrimoine, à commencer par les universités de Paris-Saclay et de Cergy Paris Université, avec lesquels nous entretenons des relations extrêmement nombreuses et qui vont forcément s'amplifier, je crois, grâce à ce projet, comme on le disait tout à l'heure. En fait, tout simplement, je pense, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est par des projets collectifs de cette ampleur, je pense, que nous parviendrons, institutions de recherche et institutions patrimoniales, à coordonner au mieux nos actions au bénéfice de la connaissance et de la pérennité du patrimoine que nous avons la responsabilité de transmettre, enfin de partager avec la génération d'aujourd'hui et de transmettre aux générations futures. Donc, en un mot, je souhaite vraiment, on est vraiment très impliqués, très intéressés par ce projet. Je nous souhaite une grande réussite dans cette aventure donc, qui va durer 8 ans et dont, vous l'avez compris, nous attendons beaucoup. Et je cède avec grand plaisir la parole à David Fiala du Messery et puis ensuite, je crois, à Pierre Chastan. Merci beaucoup de votre attention et encore une fois, beau succès à cette très belle initiative. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. David, je vous propose de parler au nom du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation. Oui, bonjour à tous. Je suis évidemment très heureux de pouvoir féliciter les lauréats d'un concours qui a été particulièrement concurrentiel, avec un très haut niveau de concurrence. Je vois que, ne serait-ce qu'au nombre de participants dans cette vidéoconférence, ça a l'air de démarrer avec une communauté très riche et c'est important. C'était visible à la lecture du dossier, hein, que c'était un dossier très bien conçu, très bien monté. Alors pourquoi le ministère de l'Enseignement de l'Enseignement supérieur de la Recherche peut se féliciter particulièrement de ce dossier-là? Comme vient de le dire M. Hébert, les sciences du patrimoine sont effectivement un enjeu particulier pour la transdisciplinarité, enfin l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité, qui ici réunit effectivement des chercheurs qui couvrent l'ensemble du spectre du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. Et il y a quand même très peu de projets qui peuvent se prévaloir d'un tel spectre. Donc c'est évidemment quelque chose qui est pour nous très important. Il y a donc ce très fort potentiel interdisciplinaire, transdisciplinaire. L'aspect interministériel, si on veut parler de façon institutionnelle, qui est évidemment aussi très importante pour nous, de trouver là un objet et un projet qui qui est une manifestation concrète d'un travail sur le patrimoine qui couvre effectivement et qui réunit des acteurs aussi bien de l'ESR, de l'enseignement supérieur de la recherche, et du monde de la conservation, des musées et de tout ce domaine-là, qui est effectivement quelque chose qui est important. Je pense que je ne vais pas y insister, mais ce projet, c'est aussi le résultat de la richesse du patrimoine dans le domaine des sciences du patrimoine, de la communauté française des sciences du patrimoine, qui est un travail qui maintenant est porté par la Fondation des sciences du patrimoine, par Saclay, qui jouit d'une véritable dynamique, et par Cergy depuis maintenant plus de 2 décennies, je crois qu'on peut le dire comme ça. Et à ce compte-là, c'est vrai que c'est très important que Espadon se mette en route parce que, au-delà d'être un équipex qui a bien mérité de son... Excusez-moi, il y a un peu de bruit. Je vais juste... fermer une porte, pardon.
qui a bien mérité de ce concours. Il est amené, évidemment, dans les 8 ans qui viennent, à jouer un rôle structurant, fondamental pour tout l'ensemble du domaine. Donc, je suis sûr que vous en êtes tous conscients, mais c'est évident que Espadon là, a un rôle fondamental pour évidemment la communauté. Et puis, je pense que l'étape que Espadon est amené à faire passer à tout ce qui s'est développé jusqu'à présent dans le domaine des sciences du patrimoine, c'est quand même la dimension numérique. C'est-à-dire que dans le dossier, ce qui vraiment est un objet de pensée qui nous semble fondamental, c'est cette idée de l'objet numérique augmenté, de l'objet patrimonial numérique augmenté, sur lequel on peut fonder quand même beaucoup d'espoir, qui est une chose compliquée, qui va demander le travail de cette centaine de personnes qui sont réunies ici et qui, on peut l'espérer, va aboutir à des choses intéressantes, à la fois dans le domaine évidemment des sciences humaines et sociales, mais aussi bien sûr des sciences du patrimoine, de ce qui se fait depuis des décennies, mais sans doute aussi du numérique lui-même. On peut fonder beaucoup d'espoir dans le potentiel de ce dossier qui a été extrêmement soigneusement rédigé et construit. Voilà, et l'enjeu, comme vous le savez tous, effectivement, c'est aussi de valoriser ces acquis de la France dans le domaine des sciences du patrimoine et du numérique, notamment dans un contexte européen, où, comme vous le savez, se développe une infrastructure dans laquelle Espadon va évidemment jouer tout son rôle. Donc, on peut que souhaiter tout le succès possible à vos travaux, le plus rapidement possible. Nous sommes impatients et on vous souhaite bon vent. Oui, donc pour reprendre ce que j'ai pu dire en avant-propos, donc la Fondation des sciences du patrimoine est une fondation partenariale qui a été créée en 2013 pour accompagner l'ADEX Patrima ainsi que le développement scientifique de l'Equipex Patrimex. Donc, c'est une fondation qui est placée sous le haut patronage du ministère de la Culture et qui a été fondée par les universités de Versailles-Saint-Quentin, Paris-Saclay et Cergy-Pontoise, Cergy-Paris Université. En même temps, en membre fondateur, nous avons aussi le Musée du Louvre, le Château de Versailles et la Bibliothèque nationale de France. Parmi nos membres, nous avons aussi tous les laboratoires de recherche du ministère de la Culture, LRMH, C2RMF, CRC, d'autres institutions culturelles telles que les Archives nationales, le Musée du Quai Branly, le Centre Pompidou et d'autres structures de recherche comme le CICRP, le laboratoire MAP et puis je suis désolé si j'en ai oublié, mais la liste grossit régulièrement. Donc, l'activité de la Fondation s'est développée autour des recherches sur les sciences de conservation et de restauration du patrimoine matériel essentiellement. Et donc, nous accompagnons la mise en place de thèses, de post-doc, de bourses de master et l'accompagnement aussi au financement d'événements scientifiques et de publications scientifiques. La Fondation a aussi mis en place des appels à projets pour l'accompagnement de mobilité à l'international et nous développons aussi des activités à l'international, notamment avec le ministère de la Culture et l'ANR, avec la coordination française et européenne de la GPI Cultural Heritage, dont Pascal Liévaux est le chair. Donc, fort de toute cette dynamique, la Fondation s'est portée candidate pour porter cette nouvelle dynamique ambitieuse et innovante, surtout autour de l'objet patrimonial augmenté et l'accompagnement d'Espadon que Vincent de Tal pour le C2RMF coordonne scientifiquement. Donc, c'est une communauté qui avait déjà des fondations très solides avec ce que nous avions mené depuis 2013 dans le cadre de la fondation et qui maintenant génère un accroissement de compétences avec
avec l'Université de Paris-Nanterre, par exemple, qui nous a rejoints, l'INHA, qui dernièrement est devenu membre de la Fondation, l'École des Chartes. Donc, c'est vrai, comme disait Vincent, que le projet n'a officiellement pas commencé, parce que, en fait, nous avons été lauréats depuis décembre, enfin, nous savons que nous sommes lauréats depuis décembre dernier. La phase de négociation avec l'ANR est conclue, sauf que la contractualisation n'est pas encore totalement finie. Mais cela n'a pas empêché toute cette communauté qui gravite autour d'Espadon et qui ne cesse de s'accroître, de commencer à travailler. D'où la nécessité pour nous de lancer cette journée pour marquer quand même l'adhésion autour de ce projet et que, en fait, le travail a déjà commencé, même si le cadre administratif et financier n'a pas encore complètement été stabilisé. Voilà, je pense que je vais passer maintenant la parole à Vincent pour que tu lances le programme tel qu'il était prévu. Voilà, bonne journée à tous. Merci beaucoup Emmanuel. Est-ce que vous voyez mon écran? Je vais essayer de le lancer en… Voilà. Voilà. Est-ce que c'est bien en plein écran? C'est correct? Parfait. Donc, bienvenue à tout le monde. Moi, je suis très, très heureux qu'on ait réussi à mettre en place ces journées de lancement. C'était extrêmement important de garder une dynamique depuis qu'on savait que le projet allait être soutenu, de la mettre en place et de la maintenir au travers de différentes actions. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, Espadon, c'est un acronyme en réalité qui signifie en sciences du patrimoine l'analyse dynamique des objets anciens et numériques. L'établissement porteur est donc la Fondation des sciences du patrimoine. J'en assure la coordination scientifique et j'ai deux adjoints qui sont Romain Thomas, qui est maître de conférence à l'Université de Paris-Nanterre en histoire de l'art, et puis Emmanuel Poirot, qui est par ailleurs le directeur de la Fondation, mais qui est aussi adjoint et qui est au niveau de la coordination scientifique, parce que il est aujourd'hui évident que la recherche, ce sont à la fois des éléments directement scientifiques extrêmement importants et novateurs, mais ça ne peut se faire que s'il y a une très bonne compréhension et un très bon soutien à la fois administratif et financier, et que l'ensemble des acteurs sont partie prenante et sont acteurs de la recherche. Et il n'y a que dans cette compréhension mutuelle qu'on peut réussir à obtenir un projet qui fonctionne et qui tienne correctement ses objectifs. Et lorsque l'on est trop décorrélé de ces aspects administratifs et financiers, finalement, on n'arrive pas toujours à faire fonctionner les éléments de recherche de façon suffisante. Et je tenais à avoir une équipe finalement qui soit complètement opérationnel et qui va nous permettre d'aborder tant les aspects scientifiques qui sont regroupés autour de ce projet que les aspects de soutien qui nous permettront de mener à bien complètement et correctement. Donc, il s'agit d'un projet qui est soutenu et qui est dans le cadre du PIA 3, donc de projet d'investissement d'avenir, la troisième vague menée par le ministère de l'Éducation et de la Recherche, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation. Et c'était un appel à manifestation d'intérêt Equipex+. Les éléments financiers au départ de cet appel demandaient à ce que les projets proposés soient situés entre 1 et 20 millions d'euros pour une durée de 8 ans, et en vue d'acquérir des équipements structurants pour la recherche. Et donc, Espadon avait fait une demande préalable autour de 10 millions d'euros. La validation, le dépôt a eu lieu en juin de l'année dernière. Il avait été un petit peu décalé parce que normalement, le dépôt devait se faire fin mai. Donc, il a été principalement mené et construit dans le cadre
pendant le premier confinement, ce qui n'a pas forcément complètement facilité le montage. On a eu un résultat et une validation par le jury international le 18 décembre. Et depuis janvier 2021, on a commencé des réunions de travail hebdomadaires et finalement, on a eu une enveloppe de 8 millions, autour de 8 500 000 euros. Voilà. Je vais rentrer tout de suite dans les aspects plus scientifiques et qui sont ceux du projet. Donc, les sciences du patrimoine, aujourd'hui, c'est une orientation qui est une orientation vers une recherche transdisciplinaire. C'est quelque chose qui se met en place depuis assez longtemps. Et si on doit en parler, on peut le voir sous 3 axes principaux. Un axe d'études synchroniques et conservation-restauration, autour duquel on va travailler à caractériser les matériaux. On va essayer d'étudier les mécanismes d'altération de ces matériaux, essayer de déduire un état de conservation de façon à pouvoir finalement assurer la mise en place de traitements et de méthodes de restauration et une stratégie de conservation préventive. Un second axe, qui peut être compris comme un axe diachronique, au travers d'éléments de recherche et d'études permettant d'obtenir la datation de nos objets, l'étude des matériaux qui vont nous amener à déduire des informations, à produire de la connaissance autour des éléments de provenance des matériaux utilisés, de comprendre et d'identifier les routes commerciales qui étaient celles utilisées à ces périodes de production et de mettre en place des approches historiques. Et puis finalement, un axe d'organisation d'information et de médiation au travers de la création de bases de données, de modèles 3D, d'archivage et de conservation, et finalement de médiation et de muséographie. Tout ça assurant une dissémination à la fois pour les chercheurs, mais aussi pour le grand public et puis vers le monde socio-économique. Si on regarde les métiers qui sont concernés par l'ensemble de ces axes et finalement des sciences du patrimoine, on retrouve une diversité de métiers très importante, où on va retrouver à la fois des physiciens, des chimistes, des biologistes, des archéologues, des architectes, des conservateurs, des historiens d'art, des anthropologues, des historiens, des scientifiques de la conservation, évidemment, des conservateurs-restaurateurs, des archivistes, des juristes du patrimoine et finalement des scientifiques de l'information et du numérique. Donc, on voit qu'on a un panel présent de métiers ou de spécialités et de chercheurs extrêmement important et qui gravitent autour de ces sciences du patrimoine et qui vont à terme en assurer une approche qui est une approche transdisciplinaire. Et c'est à cette condition qu'on pourra couvrir complètement le domaine qui est le nôtre et qui est celui qui nous occupe en continu. Alors, qui est Espadon? C'est d'abord 13 institutions signataires avec une association dans le cadre de ce projet, d'un axe autour et de laboratoires qui travaillent plus spécifiquement autour des sciences expérimentales, un autre plus spécifiquement centré autour des sciences du numérique et des data, et puis un certain nombre de laboratoires et d'unités qui sont plus spécifiquement orientées vers les sciences humaines et sociales. Et l'objet de ce travail et de ce projet, c'est de créer à terme un objet patrimonial augmenté, voire un nouvel objet patrimonial en soi, puisqu'il sera porteur d'un certain nombre d'informations évolutives. Et si on résume l'idée, on a en haut à gauche le site, le musée, la collection, l'objet, le concept, et puis on a un objet patrimonialisé finalement qui est présent. Et toute l'idée finalement, c'est de faire en sorte qu'on assure
et qu'on aille enrichir la documentation autour de cet objet au travers de nouvelles études qui vont nous permettre d'abord d'évaluer l'information présente et éventuellement les lacunes pour définir un protocole d'étude et mettre en place des recherches multidimensionnelles, multi-échelles, multitemporelles qui fera de cet objet un objet étudié et à condition d'être correctement finalement environné et d'arriver à reporter autour de l'ensemble de cet objet, y compris de cet objet numérique. Si on en assure une gestion correcte de l'information, tant au niveau de la spatialisation 3D, de la sémantisation et de l'interopérabilité, de faire en sorte, au travers d'une plateforme de services numérique, d'assurer une valorisation auprès de la communauté scientifique, d'une part, une valorisation auprès des professionnels du patrimoine et une valorisation auprès du grand public et du monde socio-économique et d'assurer la réutilisation de l'ensemble des données générées et donc d'en faire finalement, de faire de cet objet un nouvel élément et un nouveau média qui sera de nouveau, je dirais, renseigné de façon séquentielle ou continue, si jamais il est accompagné d'un certain nombre de données, de capteurs, qu'ils soient climatiques ou d'autres natures, et de faire en sorte que qu'on assure l'émergence de ce nouveau média. Alors, quels sont les objectifs réels stratégiques d'Espadon? Ce sont les suivants. Ce sont d'abord, premièrement, et c'est très important, répondre à un enjeu instrumental. Cet enjeu instrumental, et une grosse partie du financement est située autour de ça, doit répondre au passage de l'analyse ponctuelle vers une analyse 2D, 3D et d'assurer une spatialisation de l'ensemble des données qui sont générées, des nouvelles informations, des nouvelles connaissances qui sont générées. D'assurer la multidimensionnalité, c'est-à-dire de faire en sorte que l'on soit à la fois multi-échelle et multitemporel, c'est-à-dire qu'on soit capable de passer de l'échelle macro à l'échelle nano, voire et en passant par tous les éléments possibles, de façon à recueillir et à repositionner le maximum d'informations. Et multitemporel, parce qu'il faut se mettre en ordre de bataille pour pouvoir faire en sorte que l'ensemble des nouvelles données soient rattachées de façon continue au cours du temps. Et grâce à ça, en associant l'ensemble de ces informations, se mettre en capacité d'avoir une approche qui serait une approche multimodale, c'est-à-dire de mettre en relation des éléments de nature différente et de les faire jouer ensemble pour en extraire une information supplémentaire et supérieure. Ensuite, évidemment, lié tout de suite à ces aspects-là, parce qu'on parle de 2D et de 3D, on va devoir répondre à un enjeu de gestion des données massives. Et ce n'est pas si immédiat que ça, et elle se situe à différents niveaux. Tout d'abord et premièrement au niveau des traitements, bien évidemment. C'est-à-dire que si on se retrouve avec un outil qui nous donne immédiatement 20 ou 30 téras de données, pour pouvoir les traiter, on est obligé de mettre en place des éléments particuliers. D'autre part, au niveau des échanges, parce que de la même manière, à partir du moment où on se retrouve à agréger des éléments de plus en plus importants en termes de données, il faut se mettre en capacité d'échanger et il n'y a qu'à cette condition-là que finalement on arrivera à quelque chose d'efficient et d'efficace, qu'on pourra mettre en place des éléments comme se pratique dans d'autres domaines de type data mining. Donc, il faut assurer la capacité de gestion de données massives au travers de nos échanges. Et puis, des enjeux de stockage. Comment on assure une pérennité de ce que l'on aura créé sur du long terme. Cela doit nous permettre d'assurer et de préparer la transition numérique des sciences du patrimoine. Et pour ça, il s'agit de fédérer et de former les communautés scientifiques et les professionnels en France. Et de faire en sorte que petit à petit, on se mette dans un objectif d'être tous, au travers de nos diversités et de notre spécificité, Espadon compatibles. Et d'intégrer les nouvelles pratiques, les bonnes pratiques, et notamment les modèles FAIR, on y reviendra un petit peu plus tard dans la journée. Et tout ça avec pour l'objectif d'enrichir les possibilités d'accès aux œuvres. C'est-à-dire la mise à disposition
des chercheurs et du monde culturel d'un nouveau média transdisciplinaire. C'est vraiment l'enjeu qui est celui du projet, c'est-à-dire que cet objet et ce nouvel objet soit celui utilisé par tous, non pas là où chacun vient apporter quelque chose, mais utilisé par tous de façon complètement ouverte, d'assurer l'ouverture socio-économique et la diffusion vers la société civile et aux acteurs publics. Et il y a un enjeu qui est décliné et qui est sous-jacent, évidemment, qui est un enjeu national, qui est de prendre une part très forte au sein du projet ERIS et d'assurer notamment un positionnement et se mettre au niveau de façon à être un acteur majeur dans le cadre de la mise en place de DigiLab, qui est une action européenne de nature de gestion autour du numérique et du patrimoine, et dans lequel la France doit se mettre, je dirais, en capacité de gérer et de prendre sa place, et la place légitime qui doit lui revenir. Alors, autour et dans la construction de ce projet, on va retrouver un certain nombre de work packages, comme on a l'habitude de les désigner au niveau européen, c'est-à-dire des groupes de travail en réalité, des lots de travail, mais des groupes de travail. Ici, il s'agit vraiment de groupes de travail qui sont présents, qui se sont déjà mis en place. Un premier autour des techniques de tomographie et d'imagerie chimique multi-échelle. Ils vous seront déclinés par la suite, donc je vais passer dessus très brièvement. Un deuxième groupe de travail qui s'appelle Pixel, qui est axé autour de la construction d'une nouvelle ligne au niveau de l'accélérateur New Aglaé pour se mettre en capacité de faire de l'imagerie 2D sur des grands objets et notamment sur des tableaux de chevalet. Un troisième groupe de travail qui est le groupe de travail Lumière, où un certain nombre d'outils sont développés afin de mettre en place des éléments et des techniques plus légères autour de systèmes d'énergie plus faibles, autour du visible et notamment le développement d'outils portables qui viennent abonder là aussi l'Equipex Patrimex, qui était un des Equipex qu'on avait obtenu précédemment. Un work package qui s'appelle aujourd'hui Pastaga, qui vous sera décrit par après, qui a pour objectif de gérer l'aspect monumental notamment et l'aspect des sites archéologiques, dont des outils particuliers pour appréhender ce type de patrimoine. Un work package autour des sciences humaines et sociales, qu'on avait dans un premier temps décrit en termes d'humanité, mais qui est bien un work package sciences humaines et sociales, et son intégration autour et son appréhension au travers des sciences du numérique. Un work package 6 autour de climat et patrimoine qui a été créé récemment et sur lequel on est en recherche de nouveaux soutiens financiers et on a déjà commencé à travailler pour trouver des solutions à effet immédiat. Enfin, un groupe de travail data et données numériques qui vous sera décrit de façon extrêmement détaillée par la suite, et une sortie autour de la formation, évidemment extrêmement important, qui doit accompagner l'ensemble du projet et qui doit faire en sorte à la fois d'assurer des éléments de formation pour l'ensemble des acteurs professionnels et des chercheurs de façon à appréhender correctement ce qui sera créé dans le cadre du projet, mais aussi former les nouveaux étudiants qui rentreront et qui apparaîtront dans le cadre du développement de notre projet. Alors, Espadon et son écosystème, c'est évidemment un écosystème, et je passe assez rapidement là-dessus, qui est à la fois national et à la fois international, ancré autour aussi de différents types de TGIR. On y retrouve évidemment les grands projets européens autour des sciences humaines, du patrimoine, mais aussi des projets autour du développement d'espaces numériques équivalents traitant du même sujet, et puis un environnement
qui est celui national de notre réseau des sciences humaines et sociales, qui est très fort, et nos TGIR, et notamment l'accompagnement, évidemment, des synchrotrons, mais aussi de l'AIEA pour des éléments particuliers qui sont traités dans le cadre du projet. Alors, comment est envisagée, je dirais, l'organisation d'Espadon? Comme on l'a vu et qu'on l'a décrit brièvement, autour d'un certain nombre de groupes de travail et de work packages, bien évidemment, mais au-delà de ces work packages, autour de la mise en place d'un certain nombre de missions thématiques transdisciplinaires qui peuvent être définies dans le temps, avec une volonté d'intégration de l'ensemble des développements qui sont réalisés dans les différents work packages, de façon à ce qu'on assure un dialogue complètement transdisciplinaire et qu'on ait un développement et une construction qui soit complètement intégrés et où participe l'ensemble des acteurs. Et au-dessus de cette activité, un pilotage par un comité scientifique exécutif qui accueillera en son sein un représentant de chacun des work packages et un représentant de chacune des missions thématiques. Chacune de ces missions et chacun de ces work packages seront pilotés par 3 ou 4 personnes, et à chaque fois, un des représentants sera présent aux réunions du comité scientifique exécutif, non pas en tant que représentant institutionnel ou institut personné, mais vraiment en tant que représentant de l'activité qui est menée dans le cadre de ces actions, de façon à ce que ce comité scientifique soit réellement un comité de travail, et accompagné, je dirais, avec un comité d'orientation stratégique composé à la fois de représentants des TGIR, des institutions, et aussi représenté par des personnalités de notre environnement scientifique européen et international, de façon à pouvoir assurer une interopérabilité avec l'ensemble des actions menées au niveau international et national, et qu'on s'ancre bien complètement tout au long du projet dans ce qui sera développé dans le cadre de ces missions génériques, et qu'on soit complètement acteur de ce qui pourra se mener au niveau international, tout ça étant et rendant compte à un bureau de coordination composé à la fois de la coordination scientifique et des VP recherche de la Fondation des sciences du patrimoine, rendant compte au CA de la FSP. Donc ça, c'est pour l'organisation générale. Les missions thématiques, je viens de les aborder, donc ils sont au nombre de 5. On va retrouver une première mission qui démarrera, qui s'appelle OPA, donc objet patrimonial augmenté au prisme des métiers et interface utilisateur, avec pour objectif de recueillir l'ensemble des informations des métiers et d'identifier la production de connaissances, quelle qu'elle soit, produite dans nos domaines, et d'en faire état et de voir dans quelle mesure on peut petit à petit la raccrocher au modèle d'objet patrimonial augmenté, et derrière de créer une interface qui servira et qui sera créée en commun et sur la base d'une compréhension commune et d'une construction commune de l'ensemble des acteurs, une mission d'interopérabilité instrumentale et de stratégie analytique autour des plateformes de recherche pour assurer une intégration de l'ensemble des outils et se permettre de passer d'un résultat à un autre et d'un système à un autre. Et c'est extrêmement important, et c'est quelque chose qui va se mettre en place, et notamment au travers de recherches multimodales et qui permettront d'aller un petit peu plus loin dans ce qu'on développera. Une mission pour l'interopérabilité des données et leur accessibilité dans le système d'information. Là, l'objectif, c'est d'assurer également de faire en sorte que l'on puisse dialoguer avec l'existant, et notamment les bases de données existantes, et aussi de s'assurer un niveau complètement interopérable avec l'ensemble de ce qui est créé dans les autres, enfin dans chacune des institutions
chacun, il n'est pas question je dirais, de créer un grand silo unique où on retrouverait l'ensemble de ces informations, mais bien de s'appuyer sur une stratégie d'une infrastructure distribuée en termes d'éléments d'information et de faire en sorte de pouvoir accéder à l'ensemble des éléments qui sont présents dans cette structure distribuée. Enfin, un travail autour du cycle de vie des données qui aura pour objectif de gérer l'ensemble des éléments développés, de positionner correctement l'ensemble des éléments, de s'assurer que tout soit complètement interopérable, répondre aux principes FAIR, et une mission, je dirais, de valorisation, communication et relations internationales et nationales, qui aura pour objectif de faire en sorte que l'ensemble des éléments qui soient menés, et puis y compris les journées telles que celles d'aujourd'hui, puissent se mener de façon cohérente et avec la plus grande ouverture vers l'extérieur. Alors, quelles ont été les actions d'Espadon? Et j'en terminerai avec ça, menées depuis début 2021. On a mis en place des réunions hebdomadaires, on a mis en place des réunions de contact avec les différentes équipes et les acteurs potentiels. C'est toujours en cours, évidemment, il y a un très grand nombre d'acteurs, donc on essaye petit à petit de faire en sorte d'agréger le maximum de partenaires. On a fait évoluer, et il y a eu des actions de complétion des différents work packages. On a adapté les éléments budgétaires, on a négocié ces éléments budgétaires, on a eu un oral avec l'ANR et le MESRI, qui a validé en février 2021 notre budget. On a répondu au dernier appel à projet des fondations des sciences du patrimoine au travers d'une demande de thèse et d'une demande de postdoc, ce qui nous a permis d'obtenir en fait une première thèse. On y reviendra cet après-midi à la suite de la description de l'ensemble des missions, qui vont nous permettre d'avoir et de travailler, je dirais, sur une approche complètement empirique sur le projet, donc avoir cette dimension empirique qui viendra compléter notre approche conceptuelle par ailleurs. On a organisé des ateliers numériques qui nous ont permis de faire un point sur, au travers, enfin, dans ce qui était présent au niveau des différents acteurs et d'identifier les éléments d'outils sur lesquels on pouvait s'appuyer d'ores et déjà pour développer Espadon. On a mis en place une plateforme d'échange sur Osmose, de façon à pouvoir faire en sorte d'échanger le maximum d'informations entre l'ensemble des partenaires d'Espadon. On a finalisé l'organisation fonctionnelle et défini les missions thématiques. On a réalisé une proposition de gouvernance auprès du CA de la FSP. On a réfléchi très largement et on a une liste en cours de consolidation pour les futurs membres du comité d'orientation stratégique. Et donc aujourd'hui, 28 juin, on a la réunion de lancement du projet Espadon qui va se continuer autour de réunions de travail les 29 et 30 en matinée. On attend la contractualisation avec l'ANR qui est à venir, qui sera sans doute, qui n'aura finalement sans doute lieu qu'après l'été. Ensuite, on assurera la contractualisation avec les différentes institutions. On va mettre en place très rapidement un site internet dédié et le démarrage des différentes missions et groupes de travail se fera à la rentrée universitaire. Donc l'idée de la réunion de lancement, là, c'était vraiment de se mettre en ordre de bataille et d'être prêt pour commencer à travailler de façon complètement efficace et d'être complètement opérationnel en septembre. Et les premiers recrutements devront pouvoir avoir lieu à partir d'octobre. Voilà, je vous remercie pour votre attention.